C'est la battle. Voilà la battle, le débat au débit, avec ce soir Faiza Ben Mohamed, Saïd Hamada et Alexandre Devecchio. Faiza Ben Mohamed, bonsoir. Vous êtes journaliste, militante et présidente de l'association Droit de Cité. Bienvenue parmi nous. Saïd Hamada, bonsoir. Vous êtes député La République En Marche des Bouches-du-Rhône. Bienvenue parmi nous. Alexandre Devecchio, bonsoir. Vous êtes éditorialiste au Figaro et au Figaro Magazine. Bienvenue parmi nous. Alors, battle de ce soir, réorganiser l'islam pour éradiquer l'islamisme. Est-ce la solution miracle ou de la poudre aux yeux? Mais d'abord, l'édito de Blacko, Magnéto, Serge. Dans son dernier rapport, Hakim El-Karoui dénonce l'influence grandissante des islamistes dans notre pays. Ils ne représentent qu'une minorité des 6 millions de musulmans qui vivent en France, mais leur influence est devenue considérable. Eh bien, cela nous motive. Combien il y a de salafistes? Activistes, 50 000. Et sympathisants globalement? Sympathisants, 200-300 000. Et des gens qui suivent les contenus religieux des salafistes, on les a mesurés par les réseaux sociaux, on est autour d'1 million. En France, la propagande islamiste s'infiltre par les réseaux sociaux. Vous allez sur Internet, sur les réseaux sociaux, vous tapez islam, vous tapez ramadan, vous tapez halal. Vous allez tomber sur des sites salafistes. Dans 90% des cas. Sur Facebook, les 100 pages les plus visitées sur l'islam sont favorables aux islamistes. Sur Twitter, 5 Saoudiens figurent dans le top 15 mondial des influenceurs politiques les plus suivis. Et bien sûr, tous leurs prêches sont traduites en français. Résultat, selon une enquête menée auprès de 15 000 musulmans, 28% d'entre eux contestent les valeurs de la République au nom de l'islam. Et pire, chez les moins de 25 ans, ils sont carrément 50%. L'islamisme constitue donc une grave menace pour l'unité de la France. Ce que disait Hassan el-Banna, le fondateur des Frères musulmans, le Coran est notre constitution, l'islam est la solution. C'est ça qu'ils veulent faire. Le halal n'est plus seulement une norme alimentaire, Soyons fiers de manger français, fiers de manger halal. il s'étend désormais à tout le quotidien. Il y a des sites de rencontres halal, Le site de rencontre par affinité culturelle. du covoiturage halal, des sites de vacances halal, bref, tout se met en place pour que les musulmans puissent vivre en France selon leurs propres règles, comme séparés du reste de la société. L'objectif des islamistes, d'abord et avant tout, c'est pas d'islamiser l'Europe, contrairement à ce que veut faire croire, etc. C'est d'islamiser ou d'islamistiser les musulmans. Le problème, c'est que face aux islamistes, on n'entend pas s'exprimer la majorité silencieuse des musulmans bien intégrés. Pour représenter cette majorité silencieuse, El-Karoui veut donc créer une association musulmane de l'islam de France, une institution indépendante des pays étrangers qui serait financée par une taxe sur les produits halal. Elle formerait les imams et contrôlerait les mosquées. Et pour bien prouver que la France aime les musulmans, El-Karoui veut aussi développer l'enseignement de l'arabe à l'école. En plus, ça éviterait que les jeunes musulmans apprennent l'arabe dans les mosquées, ce qui les expose à l'influence islamiste. Mais dans un pays laïque comme la France, est-ce que c'est vraiment le rôle de l'État d'organiser la religion? Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. On commence avec la réorganisation de l'islam de France. Hakim El-Karoui veut en finir avec le CFCM et l'UOIF et mettre en place une association musulmane pour l'islam de France. Une seule autorité, incontestable, pour la totalité des musulmans de notre pays. Mais ça pose un problème, Faiza. Il n'y a pas un islam de France. Il n'y a pas un islam de France, mais comme vous l'avez dit vous-même à l'instant, et comme c'est dit dans le magnéto juste avant, Hakim El-Karoui veut. Est-ce que ça veut dire que parce que Hakim El-Karoui veut, les musulmans veulent? Je ne crois pas. Oui, voilà. Ensuite, un islam de France. Est-ce qu'on demande, par exemple, aux juifs français de vivre un judaïsme de France? Non. Évidemment non. Je pense que c'est une atteinte au principe de laïcité et qu'on demande aujourd'hui une espèce de mise sous tutelle du culte musulman. Pour moi, ça relève de la gestion indigéniste, d'une approche coloniale de Voilà. la gestion et de l'islam de France. C'est-à-dire que là, vous êtes sur la position d'Abdallah Zekri, le délégué général du CFCM, qui dit que c'est aux musulmans de s'occuper de leur religion, pas à l'État de l'organiser. C'est une gestion, dit-il,
indigéniste. Donc vous êtes sur cette ligne-là, en fait. Parfaitement d'accord avec cette position-là. Vous pensez que les musulmans sont assez grands pour s'organiser? On est assez grand pour s'organiser, on va s'organiser. Ah oui, on mais est en pourquoi ils train l'ont de pas fait jusqu'à maintenant? On est en train de s'organiser. Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait jusqu'à maintenant? On l'a pas fait. On demande aux cultes musulmans d'organiser ce que les autres cultes ont géré sur plusieurs siècles. Il faut du temps, il faut de la restructuration. Le CFCM, créé par Nicolas Sarkozy en 2003, alors ce n'est pas des attaques personnelles que je vais faire, mais sur la structure en elle-même, elle souffre d'un manque criant de légitimité auprès des communautés musulmanes. Le CFCM ne peut pas représenter le culte musulman aujourd'hui. Mais qui peut représenter le culte musulman aujourd'hui? Il faut créer une plateforme participative qui inclut l'ensemble des courants des musulmans. Il n'y a pas un islam en France. Et il va falloir aussi prendre en compte le fait que si moi je le pratique d'une façon, mon voisin ne le pratique pas forcément d'une autre façon. Il faut prendre en compte l'ensemble des courants. Vous êtes d'accord avec ça? Non. Ça ne va pas vous étonner, mais moi, l'analyse que je fais, c'est qu'il y a aujourd'hui énormément de Français de confession musulmane qui souhaitent que l'organisation soit plus efficiente ou plus efficace. Il se trouve qu'on a mené des auditions avec quelques collègues parlementaires, ces quelques mois, et je n'ai pas rencontré un seul responsable religieux qui m'ait dit moi, je suis satisfait de la manière dont le culte musulman est organisé en France, dont les choses se passent, il n'y a plus rien à faire, plus rien à toucher. Il n'y en a pas un seul. Là où je suis d'accord avec ma collègue, c'est que ce n'est pas à l'État de l'organiser. Par contre, l'État, lui, sa responsabilité, c'est d'aider des Français aujourd'hui, ils sont quand même 6 millions, qui émettent le souhait d'être mieux organisés. Et que l'État les y aide. Parce que c'est une demande et qu'ils sont Français, qu'on est nous, et moi en l'occurrence, représentants aussi de la nation et de cette partie de la population aussi. Et que donc ma responsabilité aussi, comme celle de l'exécutif, c'est de faire en sorte que ces musulmans français se sentent bien dans la République française. Alexandre. Moi, je pense que le rôle de l'État, c'est de faire respecter les lois de la République pour tout le monde. Donc, je suis contre le fait qu'ils s'immiscent effectivement dans la religion. Je pense que ce serait affaiblir la laïcité, ouvrir la porte à une forme de clientélisme qu'on connaît déjà. Par contre, je ne suis pas d'accord avec madame quand elle dit il faut laisser tous les courants pratiquer comme ils le souhaitent. Quand des courants sont absolument contraires aux valeurs françaises, absolument contraires à notre culture, l'État doit frapper fort et faire respecter la loi. Qu'est-ce que c'est que cet État qui dit finalement les enfants apprennent l'arabe dans les mosquées, ils sont soumis à des prédicateurs islamistes, donc on va l'apprendre à l'école? Non, s'ils sont soumis à des prédicateurs islamistes, il faut fermer ces mosquées-là et renvoyer ces prédicateurs chez eux. Yann. Là où l'État peut intervenir, c'est simplement sur une chose. C'est pas sur la parole du Coran. Ça, effectivement, l'État n'a pas à le reconnaître. C'est sur le discours sur cette parole. Il y a un discours qui est tenu sur la parole coranique, c'est-à-dire par des intermédiaires. Et ces intermédiaires-là, qui font finalement de la politique et non pas de la religion, eux, doivent être effectivement surveillés. En revanche, qui doit être totalement libre, c'est le musulman français. Le français musulman doit être citoyen. Mais le musulman français, la parole religieuse lui appartient à lui seul. L'État peut simplement surveiller le discours sur cette parole. Faiza, comment ça va se passer? Comment les musulmans peuvent-ils s'organiser? Aujourd'hui, il y a des initiatives qui sont en train de naître. Il y a une plateforme qui a été lancée notamment via une grande consultation des musulmans qui a regroupé 27 000 votes en ligne et des dizaines de milliers de témoignages sur les opérations de terrain, sur des conférences. Où l'équipe de la consultation des musulmans a recueilli l'avis des musulmans. C'est Marwan Mohamed qui fait ça? C'est Marwan Mohamed qui l'a lancé, donc, cette consultation. Mais après, Marwan Mohamed n'est pas seul. On est des dizaines à travailler sur ce projet depuis plusieurs semaines. Il sera annoncé le 30 septembre prochain. Alors, est-ce que vous pensez finalement que réorganiser l'islam peut permettre de contrer l'islamisme? Non, il y a un amalgame terrible qui est en train d'être fait. C'est-à-dire que je n'ai pas l'impression que l'État veuille, dans une espèce de démarche bienveillante, aider les musulmans à se réorganiser. L'État veut lutter contre le terrorisme. D'accord? Est-ce que c'est en réorganisant le culte qu'elle va éradiquer la menace terroriste? Non. Vous avez quand même 50% des jeunes musulmans aujourd'hui qui placent l'islam au-dessus des lois de la République. C'est inquiétant. Non, mais moi, ce chiffre, pour moi, il vaut rien. Quand l'Institut Montaigne donne un chiffre, j'ai lu son rapport, là, ça fait 3 jours que je suis dessus, je suis en train de lire un rapport dans lequel on me classifie, moi, sur les comptes influents de la sphère Internet, en tant que propagandiste islamiste. Je ne sais pas si vous avez l'impression d'être en danger autour de cette table quand je suis assise à côté de vous. Moi, un peu, mais pour d'autres raisons. Mais pour moi, c'est un chiffre que je conteste. L'Institut Montaigne, je ne sais pas sur quoi il se base pour aujourd'hui définir la menace. Je ne constitue pas une menace, moi, pour mon pays. Très bien. Vous êtes d'accord avec ça? Ce qu'on essaie de faire avec l'exécutif, ça n'est pas de lutter contre le terrorisme, soyons clairs. Non, mais... ceux qui sont radicalisés, si vous prenez les profils, pour la plupart, ils ne savent pas prier, ils ne parlent pas arabe. Enfin, c'est des gens qui sont complètement perdus. C'est peut-être les moins musulmans que je connaisse.
Par contre, là où il y a un vrai besoin aujourd'hui, il faut quand même s'en rendre compte. C'est que jusqu'à présent, vous aviez des Français de confession musulmane qui étaient très liés à la culture de leur pays d'origine, qui apprenaient du coup la religion soit dans les familles, soit moi par exemple qui suis d'origine comorienne, c'était dans ce qu'on appelle des chionies, qui sont un peu les écoles de la vie, etc., qui vous permettent de savoir un peu d'où vous venez, etc. Bon, aujourd'hui, il y a une vraie rupture parce que les jeunes sont beaucoup moins liés avec le pays d'origine de leurs parents, ce qui est normal. Il y aurait dû y avoir une passation vers, j'allais dire, les valeurs françaises, la France, sauf que vous avez dans ces quartiers une vraie ghettoisation qui fait que ces jeunes-là ne se sentent pas français, appartenir à la République. Du coup, vous avez un islam hors sol qui s'est développé, qui s'appuie juste du coup sur des versets, ou ce qu'on peut entendre sur Internet, et plus de rattachement à quelque chose qui relève de l'environnement et du pragmatisme qu'on peut avoir lorsqu'on est musulman dans un pays ou dans un autre. Voilà. Alexandre. Madame a l'air de dire que le terrorisme et l'islam, c'est pas lié. En réalité, l'islamisme est quand même lié à l'islam. Et ce qui est important, c'est de lutter contre cette idéologie qui est aussi effectivement une culture de cité. On a des islamo-racailles qui connaissent peut-être pas très bien le Coran, mais qui sont en désintégration culturelle et qui se servent effectivement de l'islam pour exprimer leur révolte. Mais je ne crois pas que, ça va... Attendez. Ouais, je peux finir. Non, parce que vous dites un truc qui me choque. Si vous écoutez un disque de Led Zeppelin, ça s'appelle, admettons que ça soit le Coran. Si vous l'écoutez à l'envers, c'est l'islamisme. Ce n'est plus Led Zeppelin qui avait prévu de faire ce morceau. Donc une lecture erronée d'une parole originelle. Il n'y a pas de lecture erronée. Le Coran est un texte incréé avec des versets qui posent problème. C'est pas à nous de réformer le Coran de toute manière, mais il y a quand même un lien logique entre des versions problématiques. Problème d'interprétation d'interprétation. Donc il n'y a pas de Vatican pour dire quelle est la bonne interprétation. Donc il y a un problème de texte. Ça, à mon avis, on ne peut rien faire. C'est pas à nous de réformer l'islam. Par contre, sur le problème de la désintégration culturelle, oui, on peut faire, mais ça n'a rien à voir avec organiser l'islam de France. De toute manière, vu le rapport de force, si on organisait, il serait immédiatement noyauté par les plus extrêmes parce que c'est les plus actifs. Vous hurlez. Non, mais vous savez pas que plus vous criez, moins vous êtes crédible. Donc calmez-vous. Je pense que je suis extrêmement calme. Vous décrédibilisez. Calmez-vous. Si on veut lutter contre l'extrémisme, à mon avis, il faut dans les cités, là où il y a des ghettos, dans les mosquées qui posent problème, faire le ménage, tout simplement. Et ça, il faut se servir de l'État régalien, avoir le courage de le faire. Et ensuite, il y a un tabou qui est celui de l'immigration. Si aujourd'hui, il y a des ghettos dans certaines banlieues que je connais bien parce que j'y ai grandi, c'est parce qu'on n'a pas maîtrisé les flux migratoires et qu'on a laissé se créer des zones homogènes qui aujourd'hui font sécession parce qu'elles sont culturellement plus françaises. Donc il faut mettre le paquet pour casser ces zones-là et stopper une immigration massive, sinon on va ajouter du ghetto au ghetto. Faisal, vous allez être victime du ménage alors. Non, je vais être victime de rien du tout parce que c'est pas M. Devecchio qui va réorganiser l'islam de France et encore moins les cités. Moi, je ne veux pas réorganiser l'islam de France, je veux faire respecter les lois françaises. Mais les lois françaises, elles sont parfaitement respectées, même dans nos quartiers. Hein. Alors votre partition de jeune qui est né dans la cité et qui a vu des filles se faire égorger en bas des bâtiments, qui s'est fait arracher son pain au chocolat et tout, à d'autres, vous n'allez pas venir me la faire à moi. Vous n'allez pas venir nous raconter ici que les problèmes de l'islamisation... Il n'y a pas de problème en France, il n'y a pas de problème en France, il n'y a pas eu d'attentat, il n'y a rien eu. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'attentat, commencez pas à venir tourner le débat comme vous avez envie de le faire basculer. Il n'y a pas de problème d'insécurité, il n'y a pas de mosquée fondamentaliste, tout va bien. Il y a un problème d'insécurité, il n'est pas que dans nos cités. Il y a un problème avec la radicalisation quand elle devient terroriste. Ça, c'est un gros problème. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez mettre tout sur... vous venez de faire une espèce de chekchouka, un mélange de l'immigration, les cités, les filles, la radicalisation, les mosquées intégristes. Mais vous vous rendez compte de ce que vous faites? Vous participez... Non. Là, vous allez me laisser terminer. Vous racontez n'importe quoi. Vous êtes en train de participer, vous, avec la sphère politico-médiatique, avec vos écrits, notamment dans le Figaro, à angoisser les gens. Ouais, on peut parler des écrits du CCIF et des frères musulmans. Mais ça, c'est vous qui le dites. Les liens entre le CCIF et les frères musulmans, c'est vous qui le faites. Il suffit de voir les écrits de Marwan Mohamed. Okay. D'ailleurs, votre sondage et votre appel aux musulmans, j'espère qu'il va être public et qu'on va voir les gens qui s'expriment et ce qu'ils réclament. Le 30 septembre à Paris, vous êtes le bienvenu. Bien, alors, les propositions de Hakim El Karoui. Alors, il veut faire une taxe halal, donc, qui serait gérée par l'islam de France, donc qui ne serait pas gérée par l'État, un peu comme la cachéroute pour les Juifs. Et avec l'argent de cette taxe, il propose de former des imams et de construire des mosquées. Est-ce que ça vous semble cohérent?
Moi, encore une fois, j'aime bien la laïcité, j'aime bien la loi de 1905, donc je crois que ce n'est pas efficace et qu'il faut aller chercher les solutions ailleurs. En plus, je crois que ça traduit un prisme multiculturaliste chez Macron et chez Hakim El Karoui qui est le contraire de ce qu'il faut faire et qui va encore plus enfermer les gens dans leur milieu, dans leur culture, dans leur religion. C'est une pente, en fait, que nos élites empruntent depuis les années 80, sans le dire, depuis les mouvements antiracistes qui étaient différentialistes au lieu d'être universalistes. Et je crois que ça n'a pas fait du bien. Je vois, par exemple, dans les cités, moi, quand j'étais jeune, on disait « Ah, il faut construire des mosquées parce que sinon, on va avoir l'islam des caves ». La vérité, c'est qu'on a beaucoup de mosquées qui ont été construites, notamment parce que les élus locaux ont fait du clientélisme, ont appelé ça des centres culturels alors que c'était des centres cultuels. Et du coup, voilà, plus il y a eu de mosquées, plus aujourd'hui il y a eu d'islamistes. Donc si on n'est pas capable de contrôler ce qui se dit dans ces mosquées-là, c'est pas la peine d'en construire plus. En l'état actuel du rapport de force dans l'islam, je suis pas sûr que ce soit une bonne chose qu'il y ait plus de mosquées en France. C'est très politiquement incorrect de le dire, mais je le dis ici. Bien. Alors, est-ce que cette taxe halal, donc, qui servirait à former des imams, à construire des mosquées, est-ce que ça vous semble déjà quelque chose de bien? Non, moi je pense que c'est une mesure qui n'est pas du tout pertinente. Aïe. Pas applicable en plus. Aujourd'hui, l'industrie du halal, elle est gérée par des non-musulmans. Je ne vois pas ce qui viendrait aujourd'hui, ce qui nous assurait déjà qu'ils ont envie de participer à ça. Et puis, en fait, ce qui me dérange, c'est ce qui n'est pas dit derrière cette mesure. Aujourd'hui, les musulmans, ils donnent pour leur mosquée. Il y a des collectes qui sont faites de partout pour la déconstruction. Mais oui, excusez-moi, oui. ils donnent, les musulmans donnent, bien entendu, comme les catholiques donnent pour les églises. Oui. Ils donnent sans doute plus. Mais il y a quand même de l'argent qui arrive d'Arabie Saoudite, du Maroc, d'Algérie, de Turquie. Et ça, c'est pas du bon argent dans nos mosquées, non? Mais comment vous pouvez juger si c'est du bon argent ou pas? Quand la Russie... Je sais que le Qatar, par exemple, oui. c'est un des pays qui est le plus prosélyte au niveau de l'islamisme. Donc, en de l'argent qatari, je pense pas que ce soit du bon argent pour la France. Voilà. Je vais vous donner l'exemple de la mosquée, l'Institut En-Nour à Nice, qui est hébergé dans un local, un bâtiment qui appartient au ministre des cultes saoudien. Il en a fait don à l'association. Ce ministre des cultes saoudien n'a jamais mis ses pieds dans sa mosquée. Et le discours qui est tenu est un discours plutôt de rite malikite, donc par un imam maghrébin. C'est pas un islam wahhabite qui est tenu. Ça ne veut pas dire il n'y a aucune ce que vous me dites là, relation de cause c'est très à effet. intéressant ce que vous dites. C'est-à-dire, l'Arabie Saoudite peut financer une mosquée sans que l'islam professé dans la mosquée soit wahhabite. Absolument. Si je peux me permettre sur l'aspect financement, moi je suis partisan du fait que le financement étranger, de pays étrangers, devrait être interdit. C'est aux musulmans de France d'organiser la construction de lieux de culte avec leur propre argent. Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Moi, j'aimerais quand même revenir un peu sur ce que j'ai entendu tout à l'heure, parce que j'ai cru voir à un moment donné là, Marine Le Pen surgir sur le plateau. C'est typique, en fait, de ce que j'entends depuis des décennies, de personnes qui ont du mal, et pas pour débattre ont du mal à, mais j'essaie de le faire si vous me laissez parler, ont du mal à concevoir qu'on puisse être français et musulman, qu'on puisse être voilé et française, qu'on puisse être député et s'appeler Saïd. Donc moi, je vous le dis, très honnêtement... Non, j'ai commencé par dire... Non, très honnêtement, il faut dire aux musulmans qui respectent les lois, les valeurs et les coutumes françaises, qui sont français, il n'y a aucun Dernier souci. point. Lorsque vous avez... Moi, je suis élu sur le quartier nord de Marseille. Ouais. Lorsque vous avez autant de personnes ghettoisées, la moitié de la ville, 300 à 400 000 personnes, dans les quartiers où vous avez un bus qui passe, et encore quand il neige pas, quand il pleut pas, parce que sinon personne ne bouge. Tout ça est un phénomène sociétal. C'est la société, ce sont les élus qui ont fait en sorte qu'à un moment donné, vous avez une partie de la population qui a été ghettoisée sur une partie de la ville, et c'est le cas dans énormément de quartiers. Et pourtant, vous avez encore des Français, et j'en fais partie, qui souhaitent tout simplement appartenir à la République. Voilà. Donc moi, ce que j'ai aujourd'hui, c'est que des discours comme ça, je ne veux plus les entendre. Et je ne veux plus les entendre parce que vous n'êtes pas légitime pour le faire. En quoi je ne suis pas légitime? Vous savez où j'ai grandi? Vous ne connaissez rien. Pourquoi je n'ai pas le même nom que vous? Je ne suis pas légitime. Alexandre. Non, mais vous ne connaissez rien à ces quartiers. Vous y avez grandi? Non. Oui. C'est pas ce que c'est dans ces quartiers. Mais oui, vous avez grandi où, Alexandre? À Épinay-sur-Seine, j'ai fait toute ma scolarité à Saint-Denis, ensuite à Paris 8 à Saint-Denis. Donc vous voyez, vous êtes victime de vos préjugés. C'est pas moi qui suis raciste, c'est vous en l'occurrence, puisque vous me jugez à ma couleur, je sais pas, à ma costard, au fait que je suis au Figaro. Ce que vous dites. En quoi c'est raciste? J'ai parlé de tout exactement. L'introduction était un peu limite. L'immigration n'est pas la cause de tous les problèmes. Je n'ai pas dit que c'était la cause de tous les Le problèmes, mais défi s'il y a des dans les quartiers nord de Marseille et de trouver un étranger. Il n'y en a pas d'étrangers. Il n'y a que des Français dans ces quartiers-là. Vous l'entendez ça ou pas? S'il y a des concentrations. Alors arrêtez de parler de vague d'immigration, vous êtes ridicule.
Mais ridicule. Je ne suis pas ridicule. Les Français ne me trouvent pas ridicule. Ils savent. Vous pouvez leur raconter ce que vous voulez. Eux aussi ont grandi dans ces quartiers-là. Et ils savent. Ensuite, je ne dis pas que l'immigration est responsable de tout, mais vous avez reconnu vous-même qu'il y avait des concentrations de population. Et ensuite, votre discours victimaire, vous prétendez vouloir donner aux jeunes l'envie d'être français. Et moi, je vous rejoins, je suis pour la transmission de la culture française. Je suis fils d'étrangers et petit-fils d'étrangers, et on m'a transmis l'amour de la France et la culture, et j'en suis très heureux. Et je réclame la même chose pour les autres. Mais simplement, on ne m'a pas expliqué que la France était méchante et responsable de tout. Là, en faisant un discours victimaire comme vous le faites, en expliquant que la République est coupable de tout, de tous les problèmes sociaux, des problèmes d'intégration, vous nourrissez une forme de ressentiment et vous faites quelque chose de pas très net, une forme de clientélisme en leur disant... Non. Bien. Dernier point, je pense pas que ça va vous mettre d'accord. Dernier point, faut-il apprendre l'arabe à l'école? Ça y est. Non. La question, c'est pas d'apprendre l'arabe, c'est de savoir comment est-ce que la religion est enseignée. Et la religion, on va pas l'apprendre à l'école. Donc il faut se poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut aider les musulmans à faire en sorte que cette religion soit enseignée et bien enseignée. Et là-dessus, c'est là où l'État a un rôle quand même, pour dire... Bien sûr. Parce qu'on n'est pas inné... c'est pas inné de dire que voilà ce que c'est que la République, ce que c'est pas... Donc il faut aussi l'apprendre à ceux qui enseignent. Et donc la République peut valablement dire à ceux qui enseignent, ben, voilà ce qui est permis, ce qui ne l'est pas. Et après, à vous de vous organiser, avec notamment peut-être le financement du halal ou peu importe, pour financer ceux qui pourront enseigner à ces jeunes-là. Faiza, l'arabe à l'école? Moi, c'est pas quelque chose qui va me déranger en soi que l'arabe soit enseigné à l'école, mais ce qui est induit derrière cette proposition, c'est que dans les mosquées, il y aurait des discours qui y sont tenus, qui sont sous-jacents et qui leur sont dispensés pendant les cours d'arabe. C'est pas complètement faux. Moi, je me souviens d'un imam qui expliquait que si on écoutait de la musique, on se transformerait en cochon. Je pense qu'il c'est l'imam de Brest. Il s'est expliqué sur le sujet. Peut-être c'était lié à Balance ton porc, on ne sait pas. Non, mais il s'est expliqué sur le sujet. Après, je ne vais pas me faire l'avocate de ce que les uns et les autres ont dit. Ce que je veux dire, c'est que sur le sujet. C'est aussi con de dire que dans les mosquées, c'est formidable, on n'apprend que des bonnes choses, que de dire on n'apprend que des mauvaises choses. Est-ce que cette phrase a été prononcée pendant un cours d'arabe? Je ne crois pas. Alexandre, l'arabe à l'école? D'abord, il faut savoir que ça existe, notamment en primaire. Ouais. C'est proposé depuis très longtemps, depuis les années 70. Ensuite, dans le secondaire, des classes sont fermées, mais effectivement parce que les enfants se sont tournés vers l'arabe coranique des mosquées plutôt que vers l'arabe littéraire. Donc, moi, ce que je pense que la priorité, c'est quand même d'apprendre le français en primaire, justement pour éviter une partition communautariste de la société. Et ensuite, si on considère comme Hakim El Karoui qu'il y a un problème dans les mosquées, ou du moins dans un certain nombre de mosquées, eh bien, il faut fermer les mosquées et faire respecter la loi. C'est aussi simple que ça. Yann, un mot pour finir. Les débatteurs ici, qui ont tous leur point de vue, sont tous, vous et vous, prisonniers de ce qu'ils pensent être leur identité. On verra toujours un musulman venir défendre la cause des musulmans, un blanc, mâle, hétérosexuel, etc. Et un nain venir défendre... Non, je connais des musulmans il y a malheureusement une des maladies françaises, c'est de tout lire et ses combats et ses revendications par le prisme de sa naissance et de son origine, et c'est ce qui toujours me rendra malheureux dans ce pays.